Je parlerai aujourd'hui d'un sujet qui n'a pas encore été abordé, qui est beaucoup moins spectaculaire que les fukusa ou que les belles collections de céramique qui viennent nous être montrées, qui est la question du livre japonais. Alors le thème livre japonais, comme on va le voir, recouvre des réalités variées, et j'ai essayé donc de me plier au cadre chronologique qui a été fixé pour ces journées d'études, donc de 1865 à 1914. Vous verrez que ça cadre tout à fait avec cela. Et j'ai donné comme sous-titre « Ouvrages savants et albums artistiques » pour expliquer un petit peu les deux tendances ou les deux centres d'intérêt dont a fait l'objet le livre japonais, donc dans cette seconde moitié du XIXe siècle. La première chose étant qu'il n'y a pas eu à Paris, à ma connaissance à cette période-là, de véritable exposition entièrement consacrée au livre. Mais le livre, on va le voir, a été présent comme un élément important dans beaucoup d'expositions. Alors la première question est de savoir comment on pouvait se procurer des livres japonais à cette période et à partir de quand ils ont commencé à circuler en France. Alors là, je mets à part la première moitié du XIXe siècle avec l'arrivée de quelques ouvrages par le biais de la Hollande principalement, mais pour la situation parisienne, il faut attendre le début des années 1860, ce qui est déjà quand même une date assez tôt dans la chronologie. J'en veux pour preuve cette série d'albums qui sont acquis donc, par le cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale en 1863, et on connaît la provenance, ils viennent de l'Empire chinois, donc une boutique installée rue Vivienne. Ils n'ont pas eu très loin à aller pour les acheter. Là, donc, j'ai fait une photographie d'un certain nombre de ces livres et on voit qu'il s'agit d'une série dépareillée de la manga de Hokusai, donc plusieurs volumes différents, d'un autre livre un peu dans le même style qui est le Ukiyo Gafu, qui est donc un livre réunissant un album réunissant des gravures d'un artiste donc de ce milieu du XIXe siècle. Et il y a un seul livre qui est un petit peu en décalage et dont on parlera peut-être dans une prochaine communication, qui est le Butsuzōzui, ouvrage qui a dans les collections de Guillemet également, qui porte sur la présentation du panthéon, si l'on veut, bouddhique. Mais enfin, essentiellement, ces livres sont encore des albums imprimés. Ils ne sont pas anciens. Ils datent, donc le Butsuzō est un petit peu plus ancien, de la fin du XVIIIe siècle dans cette édition-là, mais les autres des années 1840, 1830, 1840, voire même 1858 pour le Geisho Soga, qui est un album artistique, donc réunissant un certain nombre de peintures, reproduisant un certain nombre de peintures d'un artiste actif à Nagoya, qui s'appelle Cho Geisho, un peu mal connu, mais très intéressant. Et donc c'était un album posthume. On réalise donc au Japon, depuis le XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe siècle, des catalogues, si l'on veut, des œuvres des artistes de toutes écoles, de toutes tendances, au-delà même de l'ukiyo-e. Et ces livres vont beaucoup intéresser les collectionneurs, les amateurs, à plusieurs degrés. Alors, pour ce qui est de la question de la présentation, donc très tôt, donc on le voit, entre dans les collections publiques donc des livres, et un certain nombre vont être également présentés dans des expositions dont on a beaucoup parlé hier. La première étant ce musée rétrospectif, donc organisé en marge de l'exposition de 1865 par l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie. Et il y a dans le catalogue un petit nombre, certes, d'albums neufs qui viennent tous de la collection de Burti. On voit qu'à l'époque, on n'est pas encore très bien renseigné. Il n'y a pas de nom d'auteur, il n'y a pas de date. On indique simplement, donc, dans les deux numéros, 6 albums, Scènes de la vie privée, Caricature Fantaisie, Fleurs oiseaux. Je suppose qu'il pourrait s'agir de la manga de Hokusai, mais c'est reste à vérifier. On sait que Burti en a eu des exemplaires très tôt. Et un autre album japonais, Paysage marine, et puis le numéro aussi 6054, intéressant, 2 albums japonais, Voyage et ascension au volcan Fuji,
Est-ce qu'il s'agit des 100 vues du Fuji? C'est probable, c'est possible. Mais enfin, donc, encore peu d'informations. On s'intéresse peu aux artistes en tant que tels et aux dates, mais les albums commencent à figurer dans les collections. Il y aura ensuite l'exposition, donc 2 ans plus tard, de 67, l'exposition universelle, qui va être évidemment un moment important pour la présentation de l'art japonais. Et Duret, qui est probablement le plus grand collectionneur de livres japonais de la seconde moitié du XIXe siècle, dira qu'il se souvient avoir vu dans les vitrines de l'exposition universelle quelques albums japonais, dont certains de Hokusai. Il ne donne pas tellement d'autres précisions, et que c'est un élément qui a déclenché son intérêt pour lui-même constituer sa collection. Alors le catalogue officiel, malheureusement, donne des informations très succinctes, mais dans la classe 6, donc qui était la classe des produits d'imprimerie et de librairie, on trouve donc des livres imprimés, 92 titres, 746 volumes, dont des recueils de contes illustrés, parallèlement à des images imprimées sur papier qu'on suppose être des estampes ukiyo-e, cela restant à vérifier. Donc malheureusement, pas de détails sur le contenu de cet envoi, de près d'une centaine de livres, mais on peut en retrouver certains dans des collections publiques, notamment celle des Langso, donc où j'enseigne aujourd'hui. Dans le premier fonds des Langso, on retrouve un certain nombre de ces albums qui portent la petite étiquette Exposition universelle 1867, donc on voit sur la gauche en haut à droite, avec un numéro d'inventaire, donc ou numéro de catalogue. Et ceux que j'ai retrouvés à la bibliothèque, donc aujourd'hui Bulac, sont presque exclusivement ce qu'on appelle des meishō-zue, des albums donc de sites célèbres, des albums illustrés, à propos desquels Véronique Béranger, qui s'occupe des collections de la Bibliothèque nationale pour le Fonds japonais, a mené des recherches. Cet album est intéressant, celui-ci c'est celui qui concerne donc les sites célèbres d'Edo, puisqu'on y trouve des gravures, notamment qui représentent la devanture d'un marchand d'estampes. Je suppose que cette gravure en particulier, dont là elle est en double page, il faudrait montrer des détails, mais elle est très intéressante parce que c'est un des rares témoignages qu'on ait en fait d'un magasin de vente de petits albums et d'estampes tel qu'il existait donc dans les années 1830 à Edo. Un autre livre venant également de cette collection donc de la Bulac et provenant de l'exposition universelle de 1867, le Kawaichi Meishō-zue, donc qui montre les sites célèbres de la province de Kawachi, donc autour d'Osaka. Et en particulier, je vous montre une planche qui a beaucoup intéressé donc le titulaire de la chaire d'études japonaises à l'époque, Léon Droni, puisqu'elle montre des fouilles près d'un kofun. Et j'avais utilisé aussi cette image à l'occasion d'un colloque qui s'était tenu au Louvre, et on l'avait utilisé en couverture des actes du colloque, puisque ça montrait les recherches archéologiques menées dès l'époque d'Edo. Et la page de garde de ce livre va être le motif va être réutilisé par Lesuef, qui est un grand collectionneur de livres japonais, donc dans cette seconde moitié du XIXe siècle, pour son propre catalogue, qui sera publié en 1897, rédigé pour les notices scientifiques par Léon Droni, catalogue qui comporte 208 titres. Et dans la préface duquel le collectionneur explique que cette collection a été constituée en vue de l'histoire des beaux-arts du Japon. Donc c'est une attitude qui existait, je dirais, des caractéristiques, c'est de réunir des livres, non pas pour leur beauté simplement propre, mais comme objet d'étude, et notamment de l'histoire de l'art japonais, que l'on tentait d'écrire par différents moyens à cette époque-là. Et le deuxième élément caractéristique de cette collection,
c'est qu'elle comporte un grand nombre de ces fameux Meishōzue, donc cet album de description des différentes provinces et illustré. Il ne sera pas le seul d'ailleurs à s'y intéresser comme un des documents importants, si vous voulez, pour accéder directement à l'information sur le Japon. Et la présence d'illustrations, évidemment, était une aide très très importante parce que beaucoup de ces collectionneurs, en fait, ne lisaient pas le japonais. Et quand même la présence aussi d'ouvrages bouddhistes tels que c'est mentionné. En fait, ils sont quand même relativement peu nombreux. Et pour terminer donc avec cette vente, avec cette exposition de 67, on voit que certains livres ont été acquis par des amateurs. Ici, Jean-François Charles de Labarthe, qui était un professeur de mathématiques qui a enseigné à Léon Drony et qui l'a un peu initié, l'a orienté vers des études sur la Chine et le Japon. Et il achète donc un dictionnaire japonais-hollandais de 1855 qui ensuite va entrer dans les collections de la Bulac, certainement par le biais de Rony lui-même. Et donc, deux natures d'ouvrages, des ouvrages illustrés présentant des aspects de l'histoire, de la géographie et du patrimoine japonais, qui sont les Meishōzue, et puis des ouvrages de linguistique qui vont intéresser ceux qui se mettent à étudier à partir de cette période, donc, puisque l'enseignement du japonais commence en 1863 au Langzhou, et la nécessité aussi d'avoir des documents utilisés par les Japonais. Il n'y a pas de dictionnaire, évidemment, pour d'autres langues, à part peut-être l'anglais dans les années qui vont suivre, mais le hollandais reste encore la langue de transmission du savoir de l'Occident à cette époque-là. Alors si on remonte un tout petit peu, donc 2 ans plus tard, 1869, une autre exposition dont on a parlé, le fameux musée oriental. Dans cette exposition, j'ai trouvé la présence d'une documentation intéressante concernant du matériel d'imprimerie japonaise. Et c'est du matériel qui vient de Frédéric Villot. On explique que ce sont des planches brutes, des outils pour les tailler, des planches avec de l'écriture ou des dessins, de l'encre d'imprimerie en rouleau, une brosse, un tampon en filament d'arbre. Il n'en faut pas plus pour fabriquer les admirables albums que les Japonais impriment sur des papiers dont ils possèdent encore seul le secret. C'est une remarque très très intéressante. Et d'abord, l'intérêt pour la technique. À différentes époques de cette seconde moitié du XIXe siècle, on verra que la question de la technique de l'estampe va passionner un certain nombre de collectionneurs et aussi d'artistes, Frédéric Villot étant lui-même un graveur. Et puis, parallèlement donc, à ces outils qui permettent d'imprimer ces estampes et ces livres, des albums imprimés venant de Burti, dont un certain Oxia, donc qui est le Oksai, transcription d'époque, mais déjà le nom apparaît. Et c'est peut-être une des premières fois que le nom de Oksai apparaît en français dans ces années, donc très tôt quand même, 1869, même si on sait encore relativement peu de choses sur lui. Juste un tout petit mot sur ce Frédéric Villot, donc graveur, mais qui est aussi connu plus pour son activité de conservateur des peintures du Louvre. La vente de sa collection en 1875, j'ai été très surpris de le découvrir, fait apparaître 29 titres japonais composant 145 volumes. Et contrairement à ce que je m'attendais à trouver plutôt des albums artistiques, en fait, ce sont des ouvrages plutôt savants, des encyclopédies, des dictionnaires, des ouvrages d'histoire et également quelques livres illustrés pour enfants et des recueils de dessins. Mais donc un petit noyau de livres dont on ne connaît pas du tout aujourd'hui les lieux de conservation qui ont été dispersés donc dans une des premières ventes peut-être de livres japonais organisées à Paris dans un ensemble plus vaste bien évidemment où le Japon occupe une toute petite place mais c'est quand même déjà significatif. Et puis l'exposition universelle de 1878, exposition pour laquelle malheureusement on a peu d'éléments en termes de catalogue. Les deux catalogues publiés par le Japon lui-même en français sont pour une part une histoire du Japon et l'autre un descriptif extrêmement succinct.
Mais on sait que au sein de la classe 9, imprimerie et librairie, un certain nombre de livres étaient présentés, des livres de zoologie, des cartes, des impressions lithographiques, et puis parallèlement des gravures galvaniques imprimées en creux en relief, qui avaient été utilisées donc pour imprimer les premiers billets de banque au Japon. Alors ce qui est très intéressant, c'est l'évolution de ces donc 10 années, entre 1867 et 78, dans la nature des livres qui sont présentés. En 67, ce sont des livres donc encore de l'époque d'Edo. Forcément, on est encore à l'époque d'Edo. Il n'y a que des livres en impression donc de gravure sur bois et qui montrent le Japon de la première moitié du 19e siècle. Et en 1878, le Japon, au contraire, essaie de montrer les techniques les plus récentes de l'imprimerie, dont notamment la question du papier-monnaie. Et puis les livres sont surtout des livres d'éducation, en fait des manuels scolaires, montrent comment le Japon, en 10 ans, est devenu un État moderne avec un système d'éducation comparable à celui des pays occidentaux. Alors ça, c'est l'image que le Japon lui-même veut donner à travers, je dirais, ses envois, mais le regard qui est posé par certains commentateurs est tout à fait différent. Et là, je prends un livre qui est un grand classique pour l'histoire de l'étude du livre, qui s'appelle « Histoire du livre depuis ses origines jusqu'à nos jours », qui, je crois, constitue peut-être la première tentative de faire une histoire globale du livre. Donc c'est un certain Émile Héger, qui était professeur de littérature grecque à la Sorbonne, et qui publie donc ce livre en 1878, et il y consacre un chapitre spécifique à l'exposition universelle de 78, où il se rend et où il découvre l'ensemble donc des productions de l'imprimerie des différents pays, et il a quelques remarques à propos de la Chine et du Japon. Alors, à un premier endroit, on voit qu'à nouveau sont exposés des outils d'imprimerie, et il remarque des spécimens de papier fabriqués à l'aide d'écorce de mûrier, et des albums japonais, si pleins d'images où se peignent la nature et les usages de la vie privée chez un des peuples les plus intelligents de l'Extrême-Orient. Malheureusement, on ne connaît pas la nature précise de cet envoi. Donc il y avait aussi des albums traditionnels, c'est ce que l'on peut en déduire. Mais ces conclusions, en fait, lui ne semble s'attacher qu'à cet aspect-là, sont tout à fait différentes, puisqu'il dit finalement que un seul peuple, donc par rapport à tous ceux qui étaient présents dans l'exposition, plutôt deux, les Chinois et les Japonais, malgré leurs heureuses facultés d'invention, ne semblent pas s'associer au progrès accompli par l'industrie européenne. Et il regrette que le Japon ne passe pas conserve cette impression tabellaire et ne se mette pas au procédé de la typographie. Alors, soit il a mal regardé, soit il a mal compris, parce que justement, c'est la période où le Japon les techniques d'imprimerie vont changer du tout au tout, et l'on va pratiquement abandonner cette impression tabellaire qui était présentée comme peut-être un exemple de ce qui se faisait dans le passé. Voilà, là, les expositions universelles ont toujours été des moments de grande incompréhension, et je crois que c'en est un bel exemple. Et lorsqu'on regarde certains comptes rendus faits de cette exposition sur le plan artistique, par exemple ce compte rendu donc d'Émile Bergerac, le Japon à l'exposition universelle de 78, on a une gravure qui montre derrière des bronzes, des céramiques, un album, en fait deux, entrouverts, qui est au premier plan, je ne voudrais pas dire que c'est symbolique de l'importance du livre, ça serait faux de dire cela, mais que la présence de l'album imprimé et du livre dans sa matérialité est quelque chose qui a quand même beaucoup fasciné, la spécificité de modes d'impression différents. Et donc le livre est présent dans cet ensemble qui est censé symboliser les types de production présentés dans cette exposition de 78. Alors, ensuite, là, ce sont des expositions donc institutionnelles, telles qu'on les a déjà présentées hier. Et puis, je vais revenir sur deux grands moments d'exposition organisés par des amateurs, des collectionneurs ou des marchands. Donc, qui sont l'exposition de 1883, que j'appelle l'exposition Gons, parce que c'est vraiment lui qui l'a montée, qui en est le commissaire. Donc, l'exposition donc très très importante, comme vous le savez, plus de 3000 pièces.
Et au sein de cette exposition sont présentés pas moins de 110 livres illustrés, donc ce qui devient cette fois-ci un ensemble significatif, mais tous bien évidemment de collections parisiennes, celle de Duret, celle de Gons lui-même, et un petit peu venant également de Burti, respectivement 58 titres de Duret, 48 de Gons et 2 numéros, semble-t-il, uniquement venant de Burti. Et on remarque que dans cette exposition, dont on trouve ici le catalogue, les livres sont présentés selon leur technique de reproduction. On isole les impressions en noir des impressions en couleur, de leur contenu également, les livres illustrés, variés, les albums de l'école ukiyo-e d'autre part, voire selon leur rareté. Et ce qui frappe également, c'est que Hokusai, dès cette période-là, occupe une place à part, d'abord par le nombre de titres et aussi par sa présentation dans l'exposition elle-même. Alors le catalogue présente un certain nombre d'illustrations qui sont tirées sans aucun doute des livres présentés, mais elles ne sont pas légendées, ce qui fait que c'est plutôt décoratif. C'est d'ailleurs souvent comme ça chez Gons que véritablement documentaire. Mais enfin, on pourrait faire la recherche, et en l'occurrence, il s'agit essentiellement de dessins imprimés, donc de Hokusai imprimés dans ses propres albums. Et voici une photographie, donc. Je remercie Laure Aberchil de me l'avoir communiqué, donc qui montre la présentation donc au sein de la galerie Petit, rue de 16, et on voit donc au moins dans une ou deux vitrines au premier plan que effectivement des livres, des albums sont bien présentés. Et dans un compte-rendu qui paraît dans Le Monde illustré, en avril 83, de cette exposition, un certain nombre d'objets sont reproduits, et parmi lesquels, en fait, une majorité sont des livres, 3 gravures extraites de livres de Hokusai, 2 livres de Hokkei, donc qui était un de ses élèves, et une gravure livresque anonyme. Donc, ce qui dit quand même l'importance, bon, c'est une sélection faite à ce moment-là, mais de la dimension graphique extraite des livres présentés. Et alors, je voudrais juste parler un tout petit peu de l'usage qui va être fait par Gons, en particulier de ces livres, qui est révélateur d'une certaine attitude et qui explique aussi l'intérêt que l'on portait à ces albums à cette période. Donc on a déjà parlé de son grand livre de 1883, donc première tentative d'écrire une histoire de l'art japonais. Et ce qui est remarquable, donc là j'ai mis en vis-à-vis, donc sur la gauche, la page, une page du livre, et puis l'original qu'il a utilisé pour cette illustration. Dans ce livre, comme vous le savez peut-être si vous l'avez consulté, il y a relativement peu de reproductions photographiques d'objets directement, mais ce sont essentiellement des gravures qui viennent compléter donc le texte. Et pour une simple et bonne raison, c'est que Gons lui-même n'avait pas accès à la totalité. Il y avait une toute petite partie en fait des objets ou des périodes qu'il voulait traiter dans son ouvrage, qui commence donc aux périodes les plus reculées de l'art japonais. Et ici, il veut nous montrer donc une œuvre extrêmement célèbre qui est le Heike no Kyo, donc qui est une version illustrée du Sutra du Lotus datant du XIIe siècle et qui est conservé à Itsukushima, donc. Et il ne peut bien sûr accéder à l'œuvre, et donc il utilise un Meishōzue, donc le Meishōzue, donc le fameux album illustrant les trésors de cette province, pour le faire figurer dans son livre. De la même manière, lorsqu'il veut parler de Kosei no Kanaoka, donc considéré comme un des premiers peintres de cour au IXe siècle, dont très très peu d'œuvres lui sont réellement attribuées, en fait, il recourt à un album publié en 1868 de Kikuchi Yosai, qui est un grand album sur les personnalités artistiques ou non du Japon. Donc,
il passe par l'intermédiaire de ces livres pour écrire sa propre histoire. De la même manière, lorsqu'il parle d'un peintre très important qui est Tosa Mitsuoki, donc qui a remis en place au début de l'époque d'Edo, au début du XVIIe siècle, l'atelier de peinture de la cour, il utilise une reproduction d'une de ses œuvres, qui est d'ailleurs pas du tout significative de son style, paru dans un album imprimé du XVIIIe siècle. Et encore, lorsqu'il parle de Korin, artiste qu'il va vraiment considérer comme un des plus importants, un des plus intéressants artistes de l'époque d'Edo, il se réfère à un livre imprimé en noir du début du XIXe siècle. Je vous montre ce qu'est l'œuvre. Elle-même est une œuvre très connue, mais lui ne connaissait que ça. Et malgré tout, il l'a considéré comme étant un des artistes les plus révolutionnaires du XVIIe siècle. Et on en vient à une autre exposition dont on a déjà parlé, mais pour d'autres raisons hier, qui est l'exposition que j'appellerais l'exposition Bing de 1890, exposition de la gravure japonaise à l'École des Beaux-Arts. Alors, la première chose, c'est que le fait que cette exposition se tienne à l'École des Beaux-Arts est quand même, je pense, très significatif, et il y en a eu peu, je dirais, depuis dans cette école. Et le titre d'exposition est intéressant aussi, puisque c'est Livres illustrés, estampes en couleur et kakemono. Et donc, le livre illustré occupe une place en nombre d'œuvres qui est vraiment, cette fois-ci, très importante, puisqu'il y a 428 numéros au catalogue pour 725 estampes. 428 livres illustrés, je pense que depuis, à Paris, il n'y a jamais eu d'exposition aussi importante pour le livre japonais. Donc c'est vraiment un moment absolument décisif. Nous sommes donc là maintenant à la fin du XIXe siècle, et les plus grandes collections qui vont bientôt être dispersées et qui ne seront jamais réunies, très peu finalement sont entrés dans les collections publiques, mais seulement par petits morceaux. Et donc on a une sorte d'apothéose de la collection d'estampes et je dirais ici surtout de livres en 1890, donc 12 collectionneurs, Bing, Gillot, Goncourt, Gons, Burti. On ne trouve pas, très curieusement, le nom de Duret. Ça, reste un peu une énigme, parce qu'il avait la plus importante collection, et c'est la seule qui, d'ailleurs, va entrer dans les collections nationales, à la Bibliothèque nationale, donc en 1900. Nous avons très heureusement le beau catalogue de cette exposition. Mais c'est un catalogue qui est très peu illustré, ce qui est dommage, mais enfin on peut retrouver par les descriptions assez facilement les titres. Les livres sont uniquement des livres de l'époque d'Edo, puisque l'on insiste surtout donc sur le livre illustré. Et cette fois-ci, c'est un classement qui n'est plus par collectionneur, mais un classement chronologique qui débute des premiers livres illustrés donc du début du XVIIe siècle, avec un livre que l'on cite souvent comme un des premiers livres importants pour ce genre, qui est le Issei Monogatari, donc imprimé dans l'édition de 1608, puis jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc les 2 siècles de l'âge d'or du livre illustré japonais sont représentés dans cette exposition, et le catalogue est précédé d'une introduction donc rédigée par Bing lui-même, dans laquelle il explique très bien que l'estampe est née du livre imprimé, et en quelque sorte elle s'est détachée de ces livres imprimés, et qu'il est donc important de revenir à cette source. Et on verra que par exemple le Moronobu, donc considéré comme le fondateur, si vous voulez, du style ukiyo-e, voit 23 de ces livres présentés, alors qu'ils sont, je pense, déjà à l'époque très rares. Et il y a une série d'une petite dizaine de gravures pliées qui sont présentées dans ce catalogue, mais ce sont des gravures qui sont extraites, qui sont des reprises pour certaines, en fait, du Japon artistique. Et parfois, curieusement, les gravures présentent des livres qui ne sont pas exposés qu'on ne retrouve pas dans le catalogue. Enfin bon. Un autre artiste très important en nombre de livres est Utamaro.
16 de ces livres sont présentés, dont le Seiro Nenjugyoji, l'almanach de Yoshiwara, que j'ai eu l'occasion de traduire il y a quelques années, et qui a été réédité, donc, mais à partir d'un autre exemplaire qui vient de la collection Bing. Mais en fait, il y a 2 exemplaires qui sont présentés, un aussi qui est dans la collection de Gons. Et puis, 89 livres de Hokusai. Là aussi, je pense que depuis même l'exposition Hokusai, c'était il y a 2 ans, c'est ça, ou 3 ans, 2 ans, n'a pas fait mieux. Là, 89 livres de Hokusai sont présentés, dont celui-ci, le Hokusai Gashiki de 1818, donc reproduit à partir d'une gravure imprimée par Gillot dans le Japon artistique. Alors, justement, à propos de Hokusai, qui est évidemment un artiste qui a concentré beaucoup l'attention des collectionneurs, et notamment dans le domaine du livre. Ici, je voudrais, ça sera en guise un peu de conclusion, en venir à deux visions du livre japonais à travers Goncourt et Léon de Rosny. Alors ici, c'est un exemplaire d'un livre qui s'appelle donc le nouveau modèle pour le dessin d'architecture. C'est un livre qui appartenait à Goncourt, qu'il avait acheté à Hayashi Tadamasa, et il est dans les collections donc, du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, avec un envoi sur la droite. Et ici, vous voyez en fait la pochette dans laquelle le livre était inséré. C'est d'ailleurs le seul exemplaire que l'on connaisse au monde qui conserve cette petite pochette que généralement on déchirait au moment d'ouvrir le livre et qui a été généralement pas conservé ailleurs. Cet ouvrage donc que nous avons traduit avec Jean-Sébastien Cluzel il y a 2 ans aussi, c'est à peu près ça. Donc ce traité d'architecture, enfin si on peut dire, en fait on voit que ce n'est pas vraiment un traité d'architecture, a été un livre important qui a été dans beaucoup de collections. Et ce que je voudrais, vis-à-vis donc de cet ouvrage, c'est parler d'une petite polémique assez amusante en vérité, mais qui est aussi significative, qui a eu lieu donc à travers un texte rédigé par Léon de Rosny qui s'appelle « Un mot aux amateurs de japoniaiserie ». Des japoniaiseries, hein. Attention à le mot, publié dans un ouvrage par ailleurs très intéressant, Feuilles de Momiji, en 1901. Je pense que le texte est un petit peu antérieur. Et dans ce texte, Léon de Rosny, donc, qui enseignait donc, le japonais au Langzhou, s'en prend tout d'abord à Goncourt pour la manière dont il traite la lecture des noms chinois dans son ouvrage. En fait, il les lit comme lisaient les Japonais et non pas à la chinoise. Donc c'est un premier point. Et le second, ce qui est plus important, c'est qu'il s'en prend à l'intérêt que manifestent les amateurs pour Hokusai, et notamment les bibliophiles, envers une œuvre qu'ils considèrent comme grotesque, d'une part, et d'autre part, il s'attaque à un problème qui est intéressant pour la bibliophilie, c'est finalement un peu la mécompréhension de la question des éditions. Et il va avoir des mots, je ne sais pas si oui, non, là, la citation, elle n'est pas là, donc je vais vous la lire. Il dit « On s'arrête quelques minutes avec plaisir sur les premiers cahiers de ces mangas qui vous tombent sous la main. On parcourt les autres un peu plus vite, on examine les derniers avec le pouce. Je n'ignore pas qu'une telle déclaration est de nature à arracher des cris d'horreur à certains bibliophiles, et pour cause, à un bon nombre de marchands de curiosités. » Et il explique par ailleurs dans un autre texte qui est très intéressant, qui s'appelle « Les bibliophiles et les livres rares de l'Extrême-Orient » en 1884, ce qu'a été l'engouement pour le livre japonais dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Et il dit « Les premiers livres japonais à images qui ont été introduits en Europe y ont obtenu un accueil des plus enthousiastes. Et tels d'entre eux, dont on donnait volontiers plusieurs pièces d'or, il y a une dizaine d'années, traînent aujourd'hui inaperçus chez les marchands de thé, où on les offre au prix de quelques sous par cahier. Mais en même temps qu'un certain nombre de ces ouvrages sont tombés complètement dans l'estime de ceux-là même qui les cherchaient naguère, il en est d'autres qu'on ne peut se procurer aujourd'hui qu'en les payant beaucoup plus cher et que dans ces derniers temps. »
Il dit c'est que l'érudition est devenue apporter son poids dans la balance des marchands et des acheteurs, et que grâce à ces progrès, on commence à savoir à quoi s'en tenir sur le mérite réel, l'utilité et la rareté comparative des uns et des autres. C'est une réflexion vraiment intéressante sur le rapport donc aux livres japonais et la manière dont ils sont arrivés, sur les prix également. On pourrait mettre cela en parallèle avec des catalogues de vente et les prix qui sont affichés dans ces catalogues. Je crois que le temps commence à presser, donc je vais juste arriver avec un dernier aspect qui est, au-delà de cette polémique, je pense qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont fait un usage du livre japonais qui n'était pas uniquement une collection de beaux albums et qui n'était pas non plus simplement un usage purement philologique. C'est notamment le conservateur des collections japonaises du musée Guimet à l'époque, Émile Deshaies, qui organisait régulièrement des conférences qu'il illustrait, illustrées de projections donc dès la fin du XIXe siècle, et dans laquelle il distribuait des petits fascicules où il reproduisait un certain nombre de documents originaux qu'il avait utilisés comme support. Et l'on voit qu'il fait référence à des livres qui appartenaient déjà au musée Guimet à cette époque-là, des albums imprimés, comme de Tachibana Morikuni, par exemple, pour parler de l'école ukiyo-e, ou pour parler, dans une autre conférence qu'il donne, je crois que c'est en 1901, sur la question de l'enseignement artistique au Japon, il traduit des parties complètes d'un manuel qui s'appelle le Gassen, donc du début du XVIIIe siècle, donc il se réfère vraiment à une documentation dans le but, lui aussi, d'étudier, de mieux connaître ce qu'a été l'art japonais, voire même ses techniques et la manière dont on transmettait le savoir. Ici, c'est une planche. Donc, sur la gauche, c'est l'original. Sur la droite, c'est sa reproduction dans le document distribué lors de la conférence, sur la manière, donc, les différents styles de représentation de vagues exprimés avec des termes issus de la calligraphie. Et puis, là, ça sera vraiment le dernier élément pour revenir finalement au musée des arts décoratifs. Je n'ai pas parlé aujourd'hui d'une collection très importante qui s'y trouve, qui est la collection venant d'Emmanuel Tronquoy, collection constituée, donc collection qui est un petit peu, justement, une collection équilibrée, je dirais, entre l'intérêt artistique et la recherche documentaire, qui visait essentiellement à constituer une histoire du livre illustré et notamment de la littérature illustrée de l'époque d'Edo. Une des plus importantes, sinon la plus importante collection constituée à la fin du XIXe siècle, d'après ce que j'ai pu reconstituer, plus de 3000 volumes réunis donc dans les années 1890, 1900, 1904, 1905. Et une partie de cette collection entre en 1907 au musée, et en 1906, là la date est fausse, une partie en est exposée dans une exposition concernant les tissus japonais anciens, mais où on voit qu'il y avait également un certain nombre de livres. Cette collection donc représente 489 volumes sur lesquels donc j'ai eu l'occasion de travailler un peu. Et quand je parlais de l'usage documentaire dans l'objectif d'écrire une histoire du livre illustré, et ça c'est pour la date, on avait dit que c'était en 1914, donc moi jusqu'en 1915, mais enfin j'espère que vous ne me le reprocherez pas, dans un livre très important et vraiment passionnant qui s'appelle Le Japon illustré de Félicien Chalet, qui est quelqu'un qui était parti avec ses fameuses bourses autour du monde et qui a réalisé à son retour un ouvrage qui est peut-être le premier véritable ouvrage sérieux, je dirais, sur la civilisation japonaise à cette époque, donc en ce début du XXe siècle. Et il comporte, donc là c'est un livre de la collection Tronquoy, mais qui n'est pas ici, mais à l'école des Beaux-Arts, une des premières éditions encore coloré à la main, donc datant du début du XVIIe siècle, et il va utiliser
sa bibliothèque, il va mettre à disposition sa bibliothèque pour illustrer un certain nombre de chapitres, dont le chapitre sur la littérature. Et on va voir ici défiler un certain nombre de chefs-d'œuvre de la littérature, dont certains sont traduits en français, comme le Soga Monogatari, le récit des Sogas, dans une édition de Mononobu de 1670. Le Tsuregusa, les heures oisives, aussi un classique bien connu et disponible également en langue française dans une édition donc de la fin du XVIIe siècle. Grand livre de Saikaku, le Honcho Oinhiji, Saikaku, le grand romancier de la fin du XVIIe siècle, et Tronquoy en avait les meilleures éditions illustrées, voire des auteurs plus récents de littérature populaire comme Ikku, son fameux récit des voyages sur le Tokaido, début 19e, ou Bakin, illustré par Kunisada, que vous trouvez ici. Voilà. Et donc, juste à titre de conclusion, nous avons vu donc trois grands types d'expositions: les expositions institutionnelles, les expositions organisées à l'initiative d'organismes français comme l'Union centrale, et puis les expositions de collectionneurs, de marchands, qui ont été les plus importantes évidemment pour le livre illustré. Nous avons vu aussi que le livre illustré est entré très tôt dans des collections nationales, ce qui n'est pas le cas de tous les aspects de l'art japonais. Et puis qu'il y a eu plusieurs, je dirais, profils d'intérêt pour ces livres, l'intérêt savant, celui de Londroni, mais d'autres, bien évidemment, et l'intérêt artistique pour ces amateurs qui se souciaient peu du contenu, je dis, des livres, mais qui les considéraient comme une extension de l'estampe, et puis des profils un peu intermédiaires, comme celui de Lesueff, celui de Tronquoy, qui ont allié l'intérêt pour la dimension artistique à une étude du contenu, voire de la littérature. Et donc, on mesure, malgré la présence qui n'était pas forcément très très visible, la place extrêmement importante occupée par le livre imprimé, dans ses formes les plus savantes, dans ses formes les plus artistiques, au cours de cette période de la seconde moitié du XIXe siècle. Merci.